Voilà, je crois qu'on peut commencer. Didier, est-ce que tu veux bien prendre la parole au Avec, nom de l'ANM? avec plaisir, Janie. Au nom de l'Association nationale des médiateurs et de la dizaine d'organisations qui organisent cet événement pour la deuxième fois, donc vous êtes très nombreux ce soir et on est très content que vous soyez tous là. J'ai 2 ou 3 mots à vous dire. Enfin, on sort de quelque chose que moi, je rabâche tous les jours aux collègues, aux adhérents, c'est comment fait-on pour éviter de ne parler que de médiation aux médiateurs, mais d'ouvrir un petit peu l'esprit sur autre chose. Et Janie me disait, sois attentif à un point que Stéphane, qui prendra la parole tout à l'heure, a mentionné, comment on passe de la parole aux actes. Moi, j'ai ce soir deux choses en tête à vous dire avant que vous voyiez ce magnifique témoignage. La première chose, c'est qu'on a vécu tous, depuis 2 ans, une époque d'immense violence. Ce virus a fait apparaître des cassures terribles dans la société occidentale, dans la société française, celle qu'on vit tous les jours. On a essayé, l'ANM, d'entrer et de se mettre. Il y a un personnage du film, vous verrez, qui demande et qui accepte de s'agenouiller. On a essayé de se mettre à hauteur de visage des Français. On a mené 200 débats d'initiatives locales en France pour essayer d'écouter cette violence. Il y a eu cette violence terrible et il y a eu une autre violence qui est apparue depuis quelque temps, qui s'appelle la violence de l'éveil. Alors, vous l'avez tous lu dans les journaux, c'est le fameux woke, c'est-à-dire on intime aux gens l'idée qu'ils doivent être exclus, on nomme tout ce qui doit être exclu dans la société. Et devant cette double violence, je crois que les médiateurs ont apporté un regard, autre chose que les médiateurs parlent de médiation aux médiateurs, mais se pencher sur ce que vous verrez à travers ce film. Alors, je sais qu'un certain nombre d'entre vous qui sont là ce soir l'ont déjà vu et ont envie de le revoir. C'est comment, du pire de l'homme, on peut faire le plus grand de l'homme. Et la dernière chose qui, pour moi, est importante, mais je pense pour tous les médiateurs, on est porteur d'universalisme. Et les cornes de la vache, ça ne se passe pas en Afrique, ça se passe chez nous. Devant cette violence déstructurante des sociétés dans lesquelles on vit aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut s'inspirer des gens qui ont vécu le pire au Rwanda? Donc, je vous souhaite une superbe vision de film et je passe la parole à ma collègue, la présidente de l'Association des médiateurs européens, Angela Albert. Merci beaucoup, Didier. Alors, écoutez, quelques mots pour l'Association des médiateurs européens. Tout d'abord, évidemment, fort du succès du premier webinaire et le thème de la violence et de la médiation ayant une résonance plus que forte en ce début d'année 2022, d'abord, permettez-moi de vous souhaiter une année 2022 douce et belle et évidemment où cette violence serait complètement exclue, même si on sait qu'il y a plusieurs types de violence et que en fait, on la côtoie tous les jours, qu'elle soit verbale ou qu'elle soit autre. Donc, belle année à vous, puisqu'il est encore temps, nous avons encore quelques heures. L'Association des médiateurs européens, est évidemment très, très heureuse d'être associée à cet événement qui est porté par Janie, et un grand merci parce que je sais que c'est beaucoup de travail, beaucoup de mails et vraiment merci pour cela. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que sans nul doute, je suis sûre que ce webinaire sera riche et instructif compte tenu des panélistes et des intervenants, de la qualité de ceux-ci de ce soir, qui sont pour la plupart, je crois, identiques à ceux de la dernière fois. Et un grand merci
pour le dernier webinaire, même si je n'ai pu malheureusement l'entendre et le voir que par intermittence, parce que j'avais un autre événement à la même heure, comme ce soir d'ailleurs, donc c'est un peu compliqué. Mais merci pour ça. Et puis, je suis sûre qu'on va pouvoir l'écouter comme on a pu le faire pour le premier. Donc, ce sera vraiment avec plaisir. Écoutez, moi, ce que j'ai envie de vous souhaiter, c'est une très, très belle soirée. Et puis, j'ai envie tous de vous voir très vite, en vrai, en chair et en os, parce que franchement, ça aussi, c'est une violence, en tous les cas pour moi. Parce que pour moi, c'est le début de la fin de la médiation, ces Zooms et ces webinaires et tout ça. Je n'y crois pas un seul instant. Pour l'avoir expérimenté pendant le confinement, je peux vous dire que je me suis aperçue très vite que soit les médias étaient plus violents et agressifs que d'habitude derrière leur écran, soit au contraire, ils étaient complètement timorés. Et donc, pour moi, la vraie médiation, la vraie communication, c'est de se voir, de s'entendre, de se toucher. Et bon, on fait comme on peut. Donc, à très, très vite en présentiel à tous. Et très belle soirée. Je laisse donc maintenant la parole à Monsieur Stéphane Ben-Simon. Bonjour Stéphane, que je n'ai pas vu depuis cette rentrée, mais en présentiel très vite. Merci. À toi, Stéphane. Chère Présidente, merci de me donner la parole. Et je suis heureux d'être parmi vous ce soir, à nouveau. Et je commencerai en fait d'abord par une conclusion, la conclusion du premier ouvrage que Jeannie Bullion a consacré à la justice restaurative et à la médiation, dans lequel elle écrivait en dernière ligne la reconnaissance et le respect de l'altérité dans sa différence et sa complémentarité s'inscrivent dans la durée et deviennent un gage de paix sociale, une réponse d'une certaine manière à la préoccupation exprimée par Didier Morfoy sur la violence omniprésente et la manière d'y remédier de manière civile et civique. Car à vrai dire, je vais utiliser mes 2 minutes en 4 fois 30 secondes. La première étape, c'est ma découverte de la justice restaurative lorsque le Groupement européen des magistrats pour la médiation, dans ses assises annuelles de Biarritz, nous a donné l'occasion, des rencontres, dirait Angela, physiques, directes, nous a donné l'occasion de rencontrer des médiateurs belges, acteurs de justice restaurative, qui nous ont convaincus en 1 heure par leur présence, par tout ce qui émanait d'eux de rigueur et d'émotion et de témoignages de l'intérêt de la justice restaurative. Et ça a été un long et beau travail que d'accompagner l'instauration en France de la justice restaurative comme une nouvelle forme de justice liée de si près à nos pratiques de médiation dont l'esprit est partagé. Et donc, c'est aussi une manière, en me tournant vers Didier, de dire que les évolutions de nos sociétés, elles se font au travers d'inspirations diverses, inspirations que je vous rappelle qui ne viennent pas, hélas, peut-être pour une fois de l'Europe, même si l'Europe a joué un rôle immense en matière de droits humains. C'est, vous le voyez, les visages qui vous sont familiers de Gandhi, de Luther King, de Wangari Maathai et de Nelson Mandela, qui nous accompagnent dans d'autres sources d'inspiration venues d'autres cultures pour irriguer la nôtre et nous faire réfléchir à notre sociabilité. Troisième approche, celle que j'ai recueillie, y compris avec le film magnifique que vous allez voir et surtout les commentaires qui en suivront ce soir, à la faveur du diplôme universitaire de médiateurs interculturels et internationaux que nous avons lancé cette année, qui fait un petit tour du monde, un mini tour du monde, Bruxelles, Abidjan, Paris, qui l'an prochain sera à Bruxelles, à Beyrouth et à Paris, dans des lieux qui sont caractérisés par des dissensions, ces violences de toute nature, pas forcément
physique, pas forcément guerrière, qu'évoquait Angela. Et donc, cette possibilité pour la médiation de s'ouvrir aux différentes cultures du monde, ce qui, d'une certaine manière, est l'objet de notre réunion de ce soir. C'est auprès d'autres cultures, d'autres acteurs, dans d'autres contextes, que nous avons à réfléchir à la manière dont nous réglons les difficultés relationnelles qui sont les nôtres. Et ma foi, je m'en voudrais de vous retenir plus longtemps d'entendre Jenny elle-même et de voir le film, et je vais me contenter de terminer par un poème que j'ai pris, un de ceux que j'ai préférés dans le petit ouvrage que Dominique Retourné avait consacré au Rwanda, dans lequel elle avait effectué une mission, un voyage avec l'Association des femmes juristes françaises, un petit livre tout à fait surprenant par le fait qu'il dit, si, comme le film que vous allez voir, si profondément les choses sans en parler de manière elle-même violente. Et c'est pourquoi, dans le choix de poèmes qui s'y trouve, j'ai retenu celui-ci sur lequel je terminerai, Éclats discrets au pluriel. À l'ombre de la désolation, résurgence de volonté. Au fondement de la discrimination, radicalité du désir d'harmonie et de paix. Les femmes à la source, les enfants au cœur, les handicapés au centre, jour après jour, construire, expérimenter, oser, accepter les défaites, défaire, prendre une autre voie, nuit après nuit, analyser, évaluer, chiffrer, dénoncer les faux-semblants, montrer les chemins de transformation. Les femmes dans les instances de décision, innervant les familles et les communautés, de lumière de lune les inondant. Je laisse la parole à Jenny. Merci Stéphane. Je commence par une citation. Ce dialogue inattendu avec un homme musulman, tolérant, et pourtant père de djihadistes, représentait une extraordinaire opportunité de montrer qu'il nous était possible de parler. Si un tel échange avait lieu entre nous, alors nous pouvions abattre les murs de défiance, d'incompréhension et de haine qui divisent nos sociétés. Ce sont les propos de Georges Saline, le père de Lola, assassiné le 13 novembre 2015 au Bataclan. Une autre citation. Aujourd'hui, c'est avant tout une histoire de confiance et d'amitié qui nous unit. Nous avons appris à nous apprécier pour comprendre ensemble et prévenir, pour qu'une telle horreur ne se répète jamais plus. Ce sont les propos d'Asdine Amimour, le père de l'un des 3 assaillants du Bataclan. Alors que tout opposait et divisait Georges Saline et Asdine Amimour, ils se sont rencontrés et ont entrepris d'écrire ensemble un livre publié en 2020, « Il nous reste les mots ». Leur livre montre que le dialogue est possible lorsqu'au-delà des idéologies, des préjugés, des amalgames, des représentations, on peut retrouver l'humain. Le père de la victime et le père du terroriste viennent avec des histoires différentes, mais sont les acteurs d'un même drame. Ils ont une histoire commune et, à partir d'angles de vue différents, ils peuvent construire un récit commun. Je vous laisse découvrir ce récit à 2 voix à travers le livre. Je n'en évoquerai qu'un aspect, celui qui est tourné vers l'avenir et tente de proposer des pistes pour sortir des endoctrinements amenés par le fondamentalisme et le djihadisme, par exemple en proposant une éducation citoyenne ambitieuse. Nous devons enseigner aux jeunes le sens critique, mais aussi leur apprendre la mesure. Le sens critique et la mesure. Il ressort d'une interview que Georges Saline a donnée en novembre dernier qu'il demande en vain, depuis 5 ans, à pouvoir accéder à une mesure de justice restaurative. Il a réitéré sa demande le 22 octobre devant la Cour d'assises spéciale de Paris. La configuration de la Cour d'assises fait que l'on ne s'adresse qu'au tribunal, dit-il.
On ne croise pas vraiment le regard des accusés et on n'est pas libre de dire ce qu'on voudrait dire. Au procès, certains ont exprimé des remords. Mais comment savoir s'ils sont sincères? Nous avons besoin de cette sincérité. Et si c'était en face à face, cela me ferait du bien. J'aurais presque envie qu'ils s'en sortent. Peut-être parce que j'étais médecin et que je reste dans une sorte de démarche thérapeutique pour les guérir de leur maladie de la pensée. Pas seulement pour moi ou pour lui, mais pour tout le monde. Ça donne une sorte de sens à tout cela. Saint-Exupéry nous l'a enseigné depuis longtemps. La paix est la lecture d'un visage qui se montre à travers les choses quand elles ont reçu leur sens et leur place. Donner la parole, c'est donner une place, donner du sens, donner de l'espoir. C'est aussi permettre de guérir de la maladie de la pensée et de trouver la paix. C'est précisément le programme que nous propose le film Les cornes de la vache. Qu'allons-nous en faire? Voilà. Et maintenant, je vais passer la parole à Salomé qui va introduire le film et ensuite on vous donnera donc quelques explications techniques sur la suite. Voilà. Merci Salomé. Merci Janie. Et merci encore pour l'organisation de cette soirée. Merci vraiment à ta ténacité. Je suis très émue en fait, je sens, de vous voir à nouveau tous réunis autour des cornes de la vache, enfin pas des cornes de la vache, autour des villageois et des villageoises que vous voyez dans ce film. Et je suis vraiment émue de réaliser combien ces personnes vous inspirent de la même manière qu'elles m'ont inspirée pendant les 4 années que j'ai passées auprès d'elles. Donc merci à vous toutes et tous d'être là. Merci au public aussi. Merci à Janie. Alors, je ne vais pas répéter ce que j'ai lu dans l'introduction du 15 novembre. J'invite les gens à aller voir le lien par rapport à l'introduction du film. Je vais simplement re-souhaiter à toutes les personnes qui vont redécouvrir le film ou le découvrir pour la première fois, leur re-souhaiter un beau voyage à travers ce film qui vous emmène au cœur de quelques communautés villageoises rwandaises qui font l'expérience de la justice restaurative dans le domaine des violences sexuelles et des violences domestiques. Une expérience qui est tout à fait pilote et qui, bien évidemment, s'inscrit dans le contexte du Rwanda, et donc avec en toile de fond les blessures du génocide qui sont toujours très, très prégnantes. Alors ce film, je me rends compte qu'il y a beaucoup de paradoxes en fait, parce que c'est une expérience qui est éminemment locale, et en même temps, l'expérience de justice que vous allez découvrir, elle a pour moi des inspirations plurielles et multiples, et c'est ça qui rend important le fait de la faire voyager au-delà des frontières rwandaises. Elle a quelque part une portée universelle, même si elle est extrêmement locale. Et un autre paradoxe, c'est que, et ça moi je l'ai vécu en vivant au Rwanda, c'est que vous découvrez un pays qui est meurtri, qui a sur ses épaules le poids d'une histoire incommensurable, avec des communautés qui sont dévastées, et en même temps, vous le voyez aussi à travers ce film, vous découvrez un pays qui se relève après les champs de ruines, vous découvrez des communautés qui sont pleines de ressources pour faire face et pour regarder les violences qui les minent. Et avec ce film, on a voulu leur rendre un hommage en fait à ces communautés. On a voulu en dessiner le portrait parce que vous verrez qu'elles se sont réappropriées le débat de la justice, elles en interrogent le sens, elles en cherchent le chemin, et elles le font avec audace, avec légitimité, elles le font de manière solidaire. Elles le font aussi avec beaucoup d'intégrité et avec beaucoup de justesse, parce qu'elles savent la justesse que requiert n'importe quel chemin de justice. Et quelque part, chemin faisant, je trouve qu'à travers ce film, elle nous rappelle de manière magistrale ces communautés villageoises. Elle nous rappelle de manière magistrale le pouvoir de la parole, le pouvoir de l'écoute, le pouvoir du bon sens, le pouvoir du temps, quand on prend le temps de faire les choses. Et tout cela est extrêmement important pour que les murs tombent, pour que les mémoires se rencontrent, pour que les langues se délient, pour que les souffrances se racontent et pour qu'ensemble elles puissent cheminer, dessiner des chemins d'avenir, dessiner des chemins de restauration à la faveur de la responsabilisation des personnes, mais aussi à la faveur de leur restauration.
Et donc, je suis, moi, intimement convaincue que toutes les personnes qu'on voit dans ce film, hommes, femmes, enfants, vieillards, toutes personnes confondues, sont acteurs et actrices de changement. Et c'est pour ça que j'ai vraiment voulu que leur expérience, qui est assurément humaniste et même peut-être à certains égards féministe, puisse laisser des traces à travers ce film. Et je les remercie encore immensément de m'avoir donné cette chance de vivre cela auprès d'elles pendant plusieurs années. Et je sais aujourd'hui combien le dialogue, quand il est fait à la faveur de la restauration et de la responsabilisation, permet d'ouvrir les horizons. Alors encore merci à elle et merci à vous toutes et tous d'être là autour d'elle et avec elle. ni ukuvuga ngo icyo kintu muri uno mwanya ubu turi hano twese murabona ko turimo dushaka umuzi w'ayo makimbirane kugira ngo uhanagure n'ubundi afungirwa ibya jenoside n'ubundi mbere hose twabanaga nkubita bigeze ubwo yaza noneho yankubita nanataka abaturanyi ntibongere kuntabara kubera ko abaturanyi bazaga gutabara nabo akabakubita. rwose iyo twabonaga nk'ibyo twese natwe abadamu byaduteraga agahinda rwose ndashima nanjye ubumwe n'ubutabera yenda rwose iyi ntambwe ahubwo ni ikomeze yenda ubu hari abenshi nabo barenganye nabo bagiye babivuga nabo rwose babavuye mane nkagira gute ni iki twebwe twakora twabafasha kugira ngo koko bigaragare ko umutekano mbese inzira batangiye itazasubira inyuma batazasubira inyuma. Jye numva ahubwo uyu muntu wakoze iri kosa akaba yumva ashaka guharirwa ikosa rye numva si n'igihano kuko cyakabaye inkoni yakaryamye bitsinda tukamukubita ariko ko tutari bumukubite turi mu butabera bwunga imiryango nta n'umuntu wamuhase muri we mu mutima we yumvishijemo ko agomba gutanga iki mu maso y'abantu nemeye guca bugufi nkasaba imbabazi Patricia Patricia wemeye ko imbabazi ndabyemera ariko ubu pe niyo nanjye ntabonetse niyabo bana batabonetse nawe arateka nimba mvuze ati ndahingutse ndawe ntiyabashije kujya mu murima ngasanga byahiye n'ukuri aragenda akaru. Pour les personnes qui n'étaient pas là au premier atelier, c'est pour moi très important de revenir sur la question de la temporalité. Vous le voyez dans le film, vous ne voyez que des moments clés d'un processus qui est en réalité très long. Il dure entre 18 et 24 mois. Et donc les couples que vous voyez dans le film sont à différents moments du processus. Le couple que vous voyez au début et à la toute fin, Évariste et Drosella, sont au bout du chemin de la justice restaurative, même si la vigilance reste de mise. Ils sont au temps de la célébration de la réintégration de l'auteur dans la communauté. Les deux autres couples que vous voyez, Pierre et Léonie, Patricia et Jean-Marie, sont eux au temps du cercle de dialogue et de guérison communautaire. C'est-à-dire qu'ils ne sont que 6 mois après que les médiateurs aient commencé à prendre en charge et le traitement de l'histoire qui les concerne. Et donc pendant les 6 premiers mois, les médiateurs, ils ont été à la recherche des faits
de l'objectivité des faits, mais aussi à l'écoute de la subjectivité des vécus. Ils ont été auprès de tout le monde, des femmes, des hommes, des enfants, des parents. Ils ont été en fait en quête d'une recherche de la pluralité des souffrances, de la complexité des besoins qui découlent de ces souffrances, de la collectivité des responsabilités qui a lieu de mettre en œuvre et de l'émergence des ressources individuelles et communautaires qui existent pour faire face à tous ces besoins. Et donc c'est vraiment important pour moi que les gens comprennent ça. C'est un processus qui est long et le temps du cercle n'est pas du tout une fin en soi. L'arbre qu'ils plantent, comme on le disait lors du premier atelier, n'est que le signe d'un retour au dialogue qui a enfin été rendu possible, mais l'arbre va devoir grandir, être arrosé, et rien n'est gagné à ce stade en termes de stabilité acquise, raison pour laquelle après le cercle, pendant 12 à 18 mois, le contrat de guérison qui va sortir du cercle sera l'objet d'un monitoring de la part des médiateurs et des membres de la communauté. Donc là-dessus, je reviens vraiment, c'est important pour moi que les personnes inscrivent ce processus dans le cadre d'une temporalité qui est longue et qui est soucieuse des conséquences sociales de son intervention. Il ne s'agit pas d'un jugement dont personne ne va s'interroger par la suite, de savoir s'il est exécuté, de savoir s'il a mis en mal ou en péril les personnes qu'il concerne. Ici, il y a vraiment une écoute des conséquences sociales de chaque intervention qui sont à l'œuvre au cœur d'une dynamique. Et ce que ça me rappelle, Janie, avant de passer peut-être la parole aux personnes, enfin, à chaque fois que je le revois, même si je l'ai déjà beaucoup vu, je me dis, mais c'est incroyable ce qui se passe quand les gens sont remis au centre d'un processus. Quand ce sont les personnes et non les procédures qui sont le cœur battant du processus de la justice, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe ce qu'on voit, entre autres, notamment au cœur des cornes de la vache. Et je trouve à la fois, enfin, toujours, ça me surprend toujours de voir que quand les communautés comme ça questionnent le triomphe de la rationalité, à quel point elles peuvent quelque part, avec un regard généreux, réinventer l'humanité. Et ça, pour moi, c'est un pouvoir qu'on ne peut pas nous enlever, en fait. Et donc, ça raconte vraiment l'importance de se le réapproprier et en tant que personne et en tant que communauté, de reprendre une part active dans le débat de la justice. Quand on est victime directe, quand on est auteur, quand on est personne concernée, quand on est dans la communauté d'appartenance, quel que soit notre lien avec l'infraction, de faire en sorte qu'on ait vraiment une part active et quelque chose à dire, et qu'on n'assiste pas, ou peut-être moins, à la théâtralisation de notre histoire, avec une scène qui se joue devant nous, qui parle de nous, mais qui pourtant nous prête trop peu la voix, avant que le rideau ne se referme. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment ça que ça raconte, c'est cette importance-là de remettre les gens au cœur. Et j'ai envie d'inviter, on est nombreux ici, c'est génial d'avoir autant de regards, autant de personnes, donc j'ai vraiment envie d'inviter les personnes à prendre toute la liberté et à avoir toute la latitude de répondre aux questions qui vont nous être posées, même si elles concernent le film. C'est vraiment important que ce ne soit pas que moi qui réponde et que les gens puissent apporter des éléments de réponse au départ de leur propre expérience et de la pluralité des regards qui sont ici autour de la table. Donc je nous y invite toutes et tous. Merci encore à vous d'être là. Alors, bonsoir tout le monde et merci pour votre présence et pour la présence des participants aussi. Pour le moment, peu de questions, mais elles vont arriver bien évidemment. Et donc, une question dans un premier temps sur que pensez-vous des dispositions posées par la Convention d'Istanbul qui interdisent les marques en cas de violence intrafamiliale? Et après, la grande question, mais qui était, j'avais le projet de répartir les questions en trois groupes pour le moment, c'est-à-dire plus particulièrement à Salomé mais Salomé et tous les panélistes sur les processus de médiation et la formation des médiateurs au Rwanda, là, que l'on voit. Ce sont des questions qui l'autrefois n'avaient pas été explorées complètement. Et puis après, dans un deuxième temps, quelque chose de plus transversal sur la justice restaurative, et à savoir quelle place, comment on s'approche de la souffrance des personnes et comment la communauté y répond dans notre contexte à nous,
Donc là, chacun peut naturellement prendre la parole. Et après, dans un troisième temps, effectivement, l'inspiration du film dans notre contexte, hein, à partir d'une citation du film, l'État ne peut pas reconstruire les relations entre les personnes. Ce sont les gens eux-mêmes qui peuvent reconstruire leurs relations. Pour se parler, il faut des espaces. Donc, comment penser les choses dans notre environnement? Impliquer la communauté, point d'interrogation, et comment en faire une communauté soutenante. Voilà, donc la première question, je vous disais, que penser des dispositions posées par la Convention d'Istanbul? Et deuxièmement, pour le moment, hein, est-ce transposable dans nos systèmes occidentaux? Donc, qui souhaite prendre la parole? Eh bien, c'est comme vous le souhaitez. Alors, les violences intrafamiliales, est-ce que les modes amiables sont adéquats dans ce type de situation? Ou bien est-ce que ça constitue pour la femme une position de faiblesse et le risque d'une seconde victimisation? Alors, qui veut répondre à ce type de questions? Oui, Olivia, micro. Je vais démarrer, c'est toujours le premier mot qui coûte. Je suis donc Olivia Mons et je représente France Victimes, donc la fédération des 130 associations d'aide aux victimes. On accueille 320 000 personnes victimes par an et si on parle des violences conjugales, près de 70 000 situations de violences conjugales. Évidemment, une très, très grande majorité de femmes, 64 000 situations qui met en question des femmes victimes de violences conjugales. Sur la Convention d'Istanbul, c'est extrêmement compliqué parce que je crois qu'il peut y avoir un certain nombre de confusions par rapport à cette question de régler des conflits par la médiation. Alors, pour être tout à fait transparent avec vous, et puis c'est notre histoire, France Victime s'appelait INAVEM. Dans INAVEM, il y avait le mot médiation. On ne s'est pas départi de la médiation et on a fait pendant très longtemps de la médiation pénale dans un cadre de violence conjugale. Dans un cadre de violence conjugale qui était malgré tout très encadré, qui était sur des premiers faits de violence, donc avec des primo-délinquants et des violences dites légères. Donc, ça paraît effectivement très, très complexe à défendre, puisque bien sûr, les violences conjugales peuvent avoir cette idée d'emprise, de domination de l'un sur l'autre, qui est je pense, complètement su, connu et envisagé, mais je pense aussi qu'il fallait faire confiance peut-être aux médiateurs, il fallait faire confiance à ces professionnels qui savaient déterminer la possibilité ou l'impossibilité de le faire. Et je crois, et c'est ça où on a totalement intégré cette interdiction avec la ratification par la France en 2014 et la loi maintenant qui interdit de proposer des médiations pénales dans le cadre de violences conjugales. Mais je crois qu'on se tromperait si on assimilait la médiation pénale comme une réponse pénale, une réponse judiciaire, un mode alternatif à la poursuite, et la justice restaurative. Et que la justice restaurative, il n'y a plus à médier quoi que ce soit finalement au sens premier du terme, mais il y a à offrir un espace de sécurité et de dialogue avec toutes les précautions, évidemment, des précautions peut-être encore plus fortes, des vigilances, mais Salomé le disait, ce sont des processus extrêmement longs et évidemment encore plus sans doute dans ces questions de violence au sein des couples et de violence conjugale. Donc c'est mes premiers mots là-dessus, mais je vais laisser mes collègues
continuer la discussion. Peut-être pour prendre la suite et juste quelques mots pour compléter. Donc, Wendy Tuillier, je suis responsable technique et facilitatrice et coordinatrice en justice restaurative. Effectivement, les violences conjugales, c'est encore quelque chose qui, dans notre pays, pose beaucoup de questions, notamment sur la possibilité d'amener ces personnes en justice restaurative. Il y a un décret récemment qui est paru et qui, justement, vient dire que la justice restaurative et notamment les médiations restauratives sont possibles pour les violences conjugales. Donc, ça montre que finalement, la France n'est plus si fermée que ça. On aurait pu le penser notamment, effectivement, avec tout ce qui a été cette interdiction pour les médiations pénales. Donc, on peut le faire en France et en tout cas, il y a de la demande. Peut-être prendre la suite, du coup, compléter. Bonjour, Émilie Matignon. Donc, je suis aussi coordinatrice au sein de l'Institut français pour la justice restaurative, l'IFJR, et je suis aussi, d'autre part, chargée d'une étude qu'on réalise chaque année, une étude nationale qui vise à recueillir les retours justement des personnes victimes, auteurs, ayant participé à des mesures de justice restaurative, mais aussi des professionnels et des bénévoles. Et à ce titre, pour peut-être compléter, je peux aussi dire que des rencontres sont mises en œuvre en France sur la thématique des violences conjugales et également donc les infractions intrafamiliales dans le sens large, et les retours sont aussi très positifs comme ils le sont pour toutes les autres infractions finalement, avec des réponses qui sont trouvées par les personnes à leurs questions du pourquoi, du comment, mais aussi un espace où on peut s'exprimer également pour ceux qui ont commis ces actes. Donc effectivement, je souscris à ce qui vient d'être dit, pardon, dans le sens où il y a peut-être une exclusion, mais surtout une peur, une crainte qui est exprimée en ce sens, de la médiation pénale envers les infractions intrafamiliales, qui ne concerne pas d'ailleurs dans le texte la justice restaurative, ça c'est important de le souligner. D'insister sur ce point. Et puis aussi, de façon très générale, on peut le remarquer que il y a vraiment cette crainte parfois qui est exprimée, mais de la part des professionnels aussi, beaucoup, à proposer de la justice restaurative, en général, des mesures de justice restaurative aux personnes. Et ça résonne vraiment, peut-être, avec le film, justement, sur cette question de réappropriation. Combien ça peut être parfois difficile, justement, de laisser cet espace et de pouvoir permettre aux personnes de se réapproprier un espace de dialogue sans y mettre des filtres, des réticences, etc., etc. En tout cas, tous les témoignages des victimes qui ont passé par la justice restaurative à la suite de violences conjugales, soit dans des rencontres détenues victimes, soit dans des médiations restauratives, ont dit tout le bien qu'elles en avaient retiré. Et les enquêtes aussi de l'IFJR montrent les effets positifs. Et il y a un besoin, il y a une demande, puisque le procès pénal ne répond jamais aux questions que se posent véritablement les victimes ou les auteurs d'ailleurs. Et le fait de pouvoir organiser une rencontre dans un cadre sécurisé et que les gens puissent se parler sans craindre de jugement, c'est extraordinaire, le pouvoir de la parole dont on a parlé à plusieurs reprises. Et c'est vrai que tous ces réticences à l'égard de cas limites, comme les cas du terrorisme, et on voit que des victimes ou des proches de victimes du terrorisme ont un besoin de pouvoir parler, de voir les autres en face et de pouvoir se rencontrer quelque part. Enfin, le livre Il nous reste les mots en est un exemple extraordinaire, mais c'est une incitation à poursuivre. Oui, Cécile? Micro, oui, voilà. Oui. Voilà, mon micro. Merci beaucoup pour ces premiers échanges. Alors, moi, je me présente, j'arrive d'un endroit un peu différent. Je travaille sur la protection civile non armée dans les zones de conflit. Je suis enseignante-chercheur à l'Institut catholique de Paris.
Alors, c'est la deuxième fois que je vois ce film et il résonne toujours autant avec voilà, les nouvelles questions qui émergent. Et pour rebondir brièvement, parce que je ne suis pas du tout une spécialiste ni des problèmes intraconjugaux, ni de la justice ou de la médiation. La médiation est un des outils que nous utilisons avec d'autres outils comme l'interposition, l'observation, etc. Mais pour réagir à ce que Janie venait de dire, moi en tant qu'observatrice, ce qui me frappe ici, c'est ce qui est mis de façon si belle dans le film, c'est que le cœur de la sécurité humaine, c'est quand même la relation humaine. Et la remise en lien qui est faite au niveau des couples, là, principalement, ou des personnes, mais avec la communauté qui s'en porte garante, avec différents cercles autour, c'est ce qui est très, très fort là. Et la question qui se pose à nous, c'est que nous, effectivement, nous avons une justice de la séparation. On pense qu'il faut séparer pour protéger. Et on a construit une grande partie de notre système là comme ça. On met les gens, on les sépare pour un temps, on les interne, on sépare les couples, on prend des mesures d'éloignement, des mesures de protection. Et c'est vrai que c'est notre façon d'aborder les choses. Or, on sait que ça ne suffit pas, on sait que c'est limité comme approche. La séparation est parfois nécessaire, mais elle a peut-être qu'un temps. Et je me posais la question de quels sont les espaces où on peut effectivement réunir les choses. Et cette chose qui m'a frappée dans le film encore ce soir, c'est qu'en fait, ce qui fait l'espace, et un espace de qualité, c'est la présence. Et j'avais souligné la dernière fois la présence des chemises oranges qui circulent, qui circulent dans la communauté, qui sont très visibles, qui organisent les cercles, qui donnent la parole, qui donnent le rythme, et qui sont bienveillants, qui vont jusqu'à tenir les gens physiquement, qui vont jusqu'à moucher les enfants qui pleurent. Et là, ce que je trouve extraordinaire, c'est que c'est l'humain qui fait l'espace, quelque part. Et je pense que, je n'ai pas de formation de médiateur, mais je pense que tous les médiateurs que vous êtes, ça doit vraiment parler, parce que l'espace, ce n'est pas simplement un espace-temps physique, c'est aussi cette présence circulante qui crée le moment. Voilà, donc je voulais vous partager ça. Je trouve que c'est très beau dans le film et je pense que c'est quelque chose que vous devez faire plus souvent que moi, peut-être. Alors, Johanna. Oh non. On n'entend pas, Johanna. Micro? Non. Voilà. Oui, là, voilà. Non. Ah, voilà. Peut-être là. Non. Oui. Oui. Ah oui, on vous entend. Très bien. Bon, bah écoutez, donc excusez-moi, merci Janie, bonsoir à tous. Donc c'est Johanna Awari, je dirige le centre professionnel de médiation de l'Université Saint-Joseph à Beyrouth. Donc moi je voulais juste partager un peu mon expérience. Donc dans le cadre justement du CPM donc, que je dirige, on a des dossiers de médiation où on a des conflits donc conjugaux. Et je trouve que ça peut être vraiment très intéressant parce que comme l'ont dit déjà mes collègues, c'est vraiment un espace où les personnes peuvent se rencontrer, où la parole peut se délier. Mais il y a une chose qui est très importante, c'est que c'est un petit peu au cas par cas encore, j'aime bien toujours le dire, c'est très unique parce que ça va dépendre bien sûr des dossiers. Et il y a bien sûr certains couples où si vous voulez, il peut y avoir un élément déclencheur dans la médiation. Et ensuite, il faudra peut-être, parce qu'on sait bien que dans le cas de conflits justement conjugaux, il y a des blessures parfois archaïques, il y a des choses qui se jouent qui sont quand même très profondes. Et donc c'est pour ça quand Salomé parle de temporalité, je pense que c'est très important parce que même s'il y a des décisions qui sont prises dans le processus de médiation, le suivi bien sûr est important et parfois il y a un déclic qui peut se faire et l'élément déclencheur c'est de dire bon ben voilà, j'ai besoin d'être peut-être suivi par un thérapeute, j'ai besoin de faire un accompagnement à côté pour que vraiment qu'il y ait une maturation et qu'il y ait un changement profond, surtout quand on est dans des passages à l'acte et des passages à l'acte qui sont violents.
Donc, je ne dis pas que c'est impossible. Au contraire, moi, j'ai trouvé qu'il y avait des expériences qui étaient très intéressantes au Liban, des expériences qui ont vraiment marché. Il y en a d'autres qui ne marchent pas et à ce moment-là, il faut que ce soit complémentaire d'une justice punitive. Mais il ne faut pas l'exclure, à mon avis. Je pense que c'est très important pour pouvoir restaurer le lien. C'est pas simplement de punir, mais de réhabiliter, de restaurer le lien et de permettre justement cette cohésion familiale. Voilà, donc je voulais juste partager un petit peu ce que nous faisions au Liban. Merci. Agnès? Salomé, oui, Salomé. Est-ce que je peux faire un peu écho aux questions qui ne sont pas Eh ben, nombreuses et qui sont dans le chat ou pas? J'allais te le demander, puisque de toute façon, maintenant, il y avait effectivement 3 questions qui concernent le film. Voilà, est-ce que ces processus sont des bases d'une réconciliation? Le film est presque trop beau pour être vrai. Est-ce que la médiation a réussi à résoudre le problème d'alcoolisme? Et les médiateurs du film bénévole, mais qui reprend donc une question initiale sur laquelle j'avais souhaité que tu reviennes, à savoir un peu nous expliquer la formation et tout ça des médiateurs. Oui. Et de la communauté aussi, hein, parce qu'il y a la formation des deux. Voilà. Oui. Merci Salomé. Et il y avait une question avant ça sur la force du collectif, et je pense que c'est important de revenir dessus, comme ça on fait écho à l'ensemble des questions. Sur la force du collectif transposable dans nos voilà. systèmes. Est-ce que c'est transposable ici? Voilà. Alors, en l'état, et encore une fois, je n'ai pas envie d'être seule à répondre, hein, mais je vais déjà donner des éléments de réponse, mais en l'état, effectivement, la force du collectif que j'ai découvert au Rwanda, elle était extrêmement puissante, et je me suis demandé si j'allais pouvoir la re-rencontrer en refoulant des terres occidentales. Ce que moi j'ai trouvé dans la force de ce collectif au Rwanda, c'est que en fait la communauté est un miroir, c'est évident. Ici, les personnes rendent compte devant des juges qu'elles ne connaissent pas, au cœur de tribunaux qui ne leur sont pas familiers. Là-bas, elles rendent compte devant des personnes qui leur sont chères, et cette communauté est un miroir. Et du coup, les auteurs, quand ils ont ça devant eux, ils ont aussi la souffrance qui leur apparaît de manière saisissante. La souffrance de la victime, la souffrance des enfants, mais la souffrance de l'ensemble de la communauté. Et donc ce miroir-là, pour moi, il fait vraiment aussi la force du collectif. D'autant que c'est un miroir qui n'est pas que... Il est bienveillant, effectivement. Sa force est aussi là, mais c'est un miroir qui est aussi une forme de réprobation collective qui est très très ferme, et on le voit dans le film. La communauté désapprouve collectivement les actes de violence qui ont été commis. Pour autant, elle ne déshumanise pas la personne, peut-être parce qu'elle sait mieux que personne que si la personne est réduite à son statut d'auteur, si elle est complètement déshumanisée, elle va concentrer toute son énergie à lutter contre cette diabolisation plutôt qu'à se reconnecter aux souffrances qu'elle a occasionnées. Et c'est ça pour moi dont il est question dans ce film, et qui est très très fort. Par ailleurs, dans la force du collectif, je vois aussi une communauté qui s'interroge. C'est là aussi où moi j'ai envie qu'on s'en inspire, c'est que je vois une communauté qui se dit, mais au fond, ces auteurs, ils ne débarquent pas de Mars. Ils sont notre fruit, ils sont nos fruits, le fruit de notre communauté. Et qu'est-ce qu'un tel niveau de dégradation des relations, qu'est-ce qu'un tel niveau de violence raconte sur nos communautés? Et donc on a une communauté qui s'interroge sur la violence qui existe en son sein, et sur la violence sur laquelle elle doit aussi pouvoir agir pour faire en sorte que des personnes en soient moins victimes. Et la force du collectif, enfin, c'est le fait que cette communauté, quand elle se rassemble autour des personnes, comme je le disais la fois dernière, elle est à la fois dans une logique curative, on vient essayer de traiter une souffrance en particulier, et en même temps, en mettant tout ça en discussion à travers toute la pluralité de nos regards, de femmes, d'hommes, d'enfants, de vieux, de jeunes, etc., et bien quelque part, on redessine ensemble toutes les valeurs autour desquelles on a envie de se fédérer. Et donc là, il y a quelque part une démarche qui est profondément préventive. Et c'est ça dont j'ai envie qu'on s'inspire aussi. Parce que la logique ne peut pas, la justice ne peut pas se contenter d'être curative. Si elle n'est pas là pour essayer de redéfinir les normes autour desquelles on veut se fédérer, si elle ne met pas en discussion des choses qui sont fondamentalement problématiques, et je pense notamment à la question de la redéfinition de la masculinité dans les violences sexuelles qui existent chez nous, à tout ce qu'on voit dans nos rues en termes de violences sexistes et sexuelles, si on ne met pas ça en débat, ça ne peut pas avancer fondamentalement. Et donc c'est vraiment important, je pense, qu'on se saisisse de cette force du collectif et qu'on essaye de se la réapproprier. Et là, je fais écho à Janie tout à l'heure, qui a beaucoup parlé de personnes qui sont concernées par les attentats. Moi, j'appartiens, comme je le disais, à un groupe, à un collectif qui est composé de personnes victimes des attentats de Paris et de Bruxelles, et de familles concernées par l'engagement de l'un des leurs
dans l'idéologie djihadiste. Et ces personnes travaillent ensemble. On travaille ensemble. Et nous, en tant qu'intervenants qui sont concernés par les questions de la radicalisation, en tant que personnes qui ne sont pas directement concernées par le terrorisme, mais qui sont interrogées par ce que ces actes terroristes racontent de notre société, on participe aussi à ce travail. Et donc des gens comme Georges Saline, que Janie a évoqué tout à l'heure, comme Asdine Amimour, font partie de ce groupe, mais tant d'autres en font aussi partie. Et chemin faisant, ils essayent de se tourner vers demain, en fait, parce que c'est ça l'enjeu. Hein. C'est comment est-ce qu'on va refaire société après avoir été rassemblés autour d'une tragédie commune. Donc ces collectifs, ils peuvent exister. Il faut s'en donner les moyens. Par rapport au fait que les choses sont trop belles presque pour être vraies, alors quelque part, c'est que peut-être le message du film n'est peut-être pas bien passé. C'est pas du tout une recette, ce film. C'est pas quelque chose qu'on applique et qui fonctionne de tout temps. Il y a des rechutes, il y a forcément des problèmes d'alcoolisme qui sont impossibles d'être traités comme ça à travers un cercle de dialogue et de guérison communautaire. La seule chose que dit ce film, c'est qu'il y a un nombre important de membres dans la communauté et de médiateurs qui sont là pour essayer de veiller à l'exécution des engagements. Et c'est une forme de pression sociale et ça renvoie à la dignité des personnes quand elles reviolent les engagements qu'elles ont pris. C'est pas pour autant qu'elles ne vont pas reboire, c'est pas pour autant qu'elles ne vont pas rechuter. Et donc forcément, même quand on célèbre la réintégration de l'auteur dans la communauté, la vigilance reste de mise et quelque part la vigilance qui a été là au tout début quand les médiateurs ont commencé à traiter le dossier, eh ben, elle reste là à la fin quand on célèbre la réintégration parce qu'on ne peut pas s'asseoir sur une situation de stabilité que l'on croit acquise. Donc ça, c'est vraiment important de le dire, rien n'est jamais gagné. Ils sont bénévoles, je dis rapidement, ils sont bénévoles, ils passent, comme je le disais, entre 18 et 24 mois auprès des familles et en même temps, ils ne les quittent jamais vraiment parce qu'ils sont du village. Donc ce sont les voisins, les médiateurs. Ce ne sont pas des personnes qui viennent de l'extérieur, elles ont une légitimité qui est complètement endogène. Et donc dire combien de temps est-ce qu'elles passent aux côtés des familles, ben, je peux presque ne pas le dire en fait, parce qu'ils sont là. Ils sont là de tout le temps, avant, pendant, après, et ils sont touchés au même titre que les familles et ils reconnaissent la souffrance dans laquelle ces violences les mettent en tant que membres de la communauté. Donc ils ne revendiquent pas une neutralité à tout va. L'enseigner dans les écoles, j'en rêve. Moi, la justice restaurative, je la pratique en famille. Je pense qu'on peut chacun essayer de se l'approprier et de faire en sorte que ça puisse être enseigné à différents niveaux parce que je pense qu'il y a vraiment des choses inspirantes à prendre, quels que soient les niveaux de gravité devant lesquels on est confronté et on travaille. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je sais pas si j'ai fait le tour. Mais une dernière question qui te concerne avant de Oui. passer la parole. C'est le film ou le montage qui en a été fait reste très pudique sur le contexte, l'exigence du politiquement correct? Le film ou le montage qui en a été fait reste très pudique sur le contexte. Les faits cités semblent se cantonner aux violences conjugales, familiales, abstraction faite des réalités historiques, à part quelques allusions ça et là. Alors, le film n'avait pas d'ambition historique en fait. Il raconte le Rwanda d'aujourd'hui et c'était un parti pris que d'évidemment prendre la mesure de la toile de fond dont je parlais tout à l'heure. Le génocide, il est prégnant, il est hyper présent, ses conséquences sont encore dévastatrices aujourd'hui. En attendant, les collines au Rwanda sont aussi des lieux où il y a de l'espoir, où il y a de la dignité, où il y a des gens qui essayent de réapprendre à revivre ensemble. Et donc voilà, c'est ça que le film a essayé de mettre en lumière. Bien évidemment, il y a des réalités historiques et il y a des épaules sur lesquelles pèse un poids de l'histoire qui est absolument terrifiant, sans lesquels on ne peut pas faire. On doit tenir compte de cela. Mais en attendant, le film voulait montrer le Rwanda d'aujourd'hui à travers le combat que mènent ces communautés et qu'elles ont fait le choix de mener autour des violences domestiques et des violences sexuelles. Quand des communautés comme ça se mettent ensemble, debout, avec leur voix et se saisissent de
réalités dysfonctionnelles qui sont encore hyper prégnantes dans leur communauté, notamment les violences sexuelles et les violences domestiques, elles font un choix. Elles ne peuvent pas tout embrasser. Les défis sont énormes au Rwanda. Et donc, elles ont fait le choix de se dire, c'est aujourd'hui les formes de violence qui nous mettent le plus à mal, et c'est avec cela qu'on va commencer l'expérience de la justice restaurative, quitte à l'élargir plus tard à d'autres formes de blessures qui continuent de miner les communautés. Agnès, qui est venue voir les médiateurs de la justice réparatrice pour un problème qui est lié au génocide, parce qu'elle est dans des relations très très difficiles avec son voisin direct qui fait partie du groupe de tueurs qui a assassiné les membres de sa famille. Les médiateurs ont pris ce dossier-là en charge. En attendant, ces dossiers-là ont aussi été l'objet de traitements longs du temps des juridictions Gachacha, et maintenant on est dans l'après-Gachacha et dans la prise en charge des violences actuelles qui continuent de miner la communauté rwandaise. Merci Salomé. Alors, pour faire la transition, je voudrais juste reprendre sur ce que tu viens de dire, la démarche préventive, démarche préventive, et donc la place de l'éducation, et vous faire vous exprimer sur justement comment être dans une démarche qui permette d'impliquer la communauté, d'en faire une communauté soutenante, et est-ce que l'éducation, là, a un rôle à jouer et tout. Je pense que chacun peut s'exprimer sur ces perspectives-là. Dans notre contexte, quelle place, comment faire? On ne peut pas en rester avec, justement, on a un exemple, chacun de notre place, comment on peut penser à comment ce film peut inspirer nos pratiques, inspirer nos envies de faire évoluer. À propos d'écoles, de justice restaurative dans les écoles, j'aimerais évoquer, je crois qu'elle est parmi nous ce soir, parmi les participants, les expériences de Joël Timmermans en Belgique avec les concertations restauratives de groupe qu'elle pratique dans les écoles depuis un certain nombre d'années. Voilà. Et bon, la force de l'éducation. J'aimerais aussi qu'on aborde le sujet du rôle et du sens de la communauté, parce qu'on parle de la communauté au Rwanda ou au Liban, on parle de société communautaire, et puis chez nous, justement, si on se demande comment est-ce qu'on peut transposer ça chez nous, quel est chez nous le sens que prend le mot communauté, qu'est-ce que c'est qu'un collectif, qu'est-ce que voilà, chez nous on est dans une société civile, une société de citoyens qui se définissent individuellement par rapport à leur rapport à l'État, et comment est-ce qu'on pourrait recréer en quelque sorte le sens de la communauté. Enfin, c'est pour moi voilà, et l'éducation, bon, bien sûr. Moi, j'aimerais bien rebondir par rapport à l'éducation. Ça, je pense que c'est vraiment bien sûr essentiel, parce que d'abord, les jeunes, c'est l'avenir, et puis c'est bon d'apprendre aux futures générations à poser des mots et pas à poser donc des actes quand ils doivent exprimer des choses. Encore une fois, je parle de l'expérience qu'il y a au Liban, mais aussi ailleurs, parce qu'on travaille dans la région, bien sûr, du Moyen-Orient, et puis bien sûr dans les pays occidentaux, notamment en France et même en Belgique, où on essaye de faire des partenariats. On a introduit donc la médiation dans les écoles, dans les établissements publics et privés, donc au Liban et aussi au Moyen-Orient. Et à travers la médiation, c'est vrai qu'on apprend justement à ces jeunes, c'est un petit peu comme on a vu ici dans le film, parce qu'en fait, c'est les habitants qui sont en train donc de réparer ou d'aider en tout cas à trouver donc des solutions, ces habitants avec les habitants, donc c'est une médiation par pair, on va dire, cette justice restaurative. Et là, c'est de la médiation par les pairs avec les jeunes dans les écoles. Et on leur apprend pas simplement à résoudre, mais également à prévenir, encore une fois, à s'entendre dans ce qu'ils ressentent au niveau de leurs émotions et de leurs besoins, et à ne pas être dans un passage à l'acte, en fait, où ils vont juste être dans un réactionnel, on va dire, parce qu'ils ne s'entendent pas dans ce qui se passe chez eux. Donc, construire du lien, apprendre à vivre en société, apprendre à vivre ensemble, ça commence vraiment
dès le plus jeune âge. Et donc, bien sûr qu'à travers ce que nous faisons, c'est là où on pourrait intégrer de plus en plus aussi la possibilité d'avoir cette médiation aussi restaurative ou même de parler de justice restaurative. Ça, c'est vraiment essentiel, je trouve. Oui, je voudrais rebondir sur ce point relativement au rôle de la communauté et la question de la transposabilité. Le Rwanda est déjà donc un pays en Afrique, c'est une société, c'est une appartenance à une zone culturelle. Je crois que la problématique qui se pose, en fait, interpelle d'abord la culture. La culture, la civilisation, et chaque société engendre, sinon crée sa culture en fonction de ces différentes difficultés auxquelles elle est confrontée et de manière historique, l'évolution de son histoire. Je voudrais ici citer en fait une phrase de Desmond Tutu, qui parlant de la place de l'individu en Afrique dans une société, nous disait que dans son ouvrage, ses mémoires, titré « Il n'y a pas d'avenir sans pardon », il disait qu'une personne pleine d'Ubuntu, l'Ubuntu c'est la vision du monde de l'Africain, il disait qu'une personne pleine d'Ubuntu est ouverte et disponible pour les autres. Elle les soutient. Elle ne se sent pas menacée si les autres sont doués, car elle a une estime d'elle-même qui vient du fait qu'elle se sait appartenir à un grand tout. Fin de citation. Je crois que cette vision qui est en fait la vision du monde de l'Africain traditionnel, je veux dire, parce que cet Africain également a connu un peu d'évolution, c'est que, comme je le disais la fois dernière, il n'y a pas d'existence individuelle. C'est-à-dire, même les notions, j'en avais parlé la fois dernière, des droits et libertés individuelles sont à relativiser dans les sociétés coutumières. Parce que l'individu n'a d'existence, n'a de vie que s'il est dans une communauté. Et c'est ça qui détermine son existence. C'est-à-dire la seule sanction qu'on peut faire et qui soit vraiment une sanction qui soit radicale, c'est d'exclure la personne d'une communauté. Il n'y avait pas de prison en Afrique où on enfermait quelqu'un parce qu'il a commis, non. Voilà, il suffit tout simplement qu'il se sente isolé par la communauté, qu'il se sente dramatiquement touché et vraiment subir une peine infamante parce qu'il ne fait plus partie de la société. Et je crois que c'est cela qui détermine un peu cette façon de gérer les relations. L'individu, avant d'être individualité, avant tout une relation avec les autres. Et c'est ça qui fait son existence. Et ça, je crois que le film l'a très bien révélé avec cette participation collective au règlement des conflits. Parce que ici, la notion de confidentialité pourrait poser problème à l'œil occidental, où la confidentialité, c'est entre le couple, par exemple. N'est-ce pas? En médiation, on vous parle là de le principe du respect de la confidentialité. Alors, cette confidentialité, c'est entre les médiés et les médiateurs. Mais ici, la notion de confidentialité est à relativiser parce que la collectivité fait partie du tout. Et l'objectif qui est recherché, c'est de pouvoir rétablir les maillons d'une chaîne qui est rompue entre deux individus appartenant à une même société. C'est pourquoi vous voyez le rôle très important que jouent les voisins. Parce que les voisins, en Afrique, dans la culture africaine, on se demandait même si le voisin n'avait pas le droit à l'héritage. Parce que tout simplement, il est tellement proche, tellement lié à l'autre voisin qu'ils font partie d'une famille. Et très souvent, vous entendez quelqu'un vous dire que c'est mon cousin en Afrique. Faites attention, ce n'est pas un cousinage de sang, ça peut être un cousinage de voisinage. Et c'est ça qui crée un peu la relation.
Et c'est pourquoi ici la médiation, comme je l'ai vu dans le film et qui nous a beaucoup parlé, et je voudrais à cela remercier M. Stéphane Ben-Simon pour nous avoir invités à intervenir à l'occasion du diplôme universitaire et pour leur parler du concept que nous avons lancé avec nos amis belges sur la Media Lab, c'est de dire qu'aujourd'hui, parler du futur de la médiation, c'est comme ça a été dit tantôt, c'est vraiment s'ouvrir à cette rencontre des cultures, à cette rencontre des civilisations, à cette rencontre dont Senghor disait, j'ai souvent l'habitude de le répéter, ce rendez-vous du donner et du recevoir. Et c'est ça qui fera la médiation de demain. Je crois que c'est en cela qu'on pourrait se poser, est-ce qu'il y aura possibilité de transposer demain tout ce qui se passe, mais comme on le sait, les lois ne sont pas faites pour être transposées de manière plate dans une autre société, mais c'est par le biais du métissage, par le biais des rencontres, comme des rencontres de ce genre, qui permettront de voir qu'est-ce qu'on peut recevoir de l'autre et qu'est-ce qu'on peut donner à l'autre. Et je crois que pour ce faire, il faudrait que dans notre société, qu'on apprenne d'abord à développer cette valeur du donner. Parce que je crois que c'est ça qui est la base même d'une paix sociale. Savoir donner est une base en tout. Parce qu'en Afrique, on a l'habitude de dire que la main qui donne est toujours supérieure à la main qui reçoit. Donc, dans l'éducation, favoriser le don, c'est le don de soi, c'est le don de l'autre, c'est le don de ses valeurs. Hein? Et on disait même que les valeurs sont les seuls dons où, quand on donne, on ne perd pas, mais on gagne. Parce qu'on augmente en valeur. Et je crois que c'est cela que nous enseigne un peu ce film, où les médiateurs interviennent non pas de manière lucrative, mais interviennent de manière bénévole. Parce que c'est le rôle dans la société. Et cela, on peut tirer déjà les sources dans la charte du Kurukan Fugan, pour ceux qui veulent faire la recherche au niveau de l'Internet. C'est une charte qui date de 1236, qu'on appelle souvent la charte du Mandé. Et là, on y verra que la communauté est responsable de chaque individu. Et l'éducation des enfants relève de la communauté et non pas de ses simples parents. Et je crois que c'est là une approche également, une vision qui devrait permettre peut-être pour faire passer l'ensemble de ces valeurs par le biais de l'éducation, hein, qui permettront de recréer, sinon développer, enrichir donc la culture dans le cadre de cette rencontre que nous avons appelée ce rendez-vous du donner et du recevoir. Voilà un peu moi ce que m'inspire donc ce film et qui, en mon sens, vraiment traduit exactement ce que nous appelons la Media Lab, c'est-à-dire cette rencontre entre la médiation occidentale et la médiation telle qu'elle est née en Afrique et qu'elle se pratique en Afrique. Ce film n'a été finalement qu'un miroir de ce qu'une société peut créer et de manière endogène comme mode de règlement d'un conflit qui lui soit naturel. Je crois que c'est beau pour être vrai, mais il y a beaucoup de vérité là-dedans quand même, parce que c'est avec ça que tout cela a pu vraiment être dépassé et tout cela a pu vraiment se poursuivre pour que nous atteignions vraiment et dépensions donc les clivages qui ont existé. Parce que cela a montré, d'une part, la défaillance d'un système qui se voudrait être une justice qui soit une justice punitive. Une justice punitive qui, à la longue, ne peut faire que trancher. Moi, je suis magistrat, j'ai jugé pendant plus d'une vingtaine d'années, mais je sais ce que ça veut dire que de juger. Quelquefois, on peut avoir mal au cœur de juger et de trancher. Parce qu'une fois que la décision est rendue, ce sont les parties qui vont se débrouiller après pour savoir comment ils vont faire de leur relation. Mais dans la justice restauratrice, dans la médiation qui se fait, le travail se fait au niveau donc du maintien de la relation et de voir comment perpétuer au-delà. Et c'est ce qui explique d'ailleurs donc le temps que cela doit prendre, qui n'est pas le temps judiciaire. Donc un temps qui devra permettre vraiment d'aplanir les contentieux, de pouvoir vraiment apaiser les tensions et permettre aux parties de se retrouver, de s'entendre et de pouvoir trouver une solution à leurs problèmes.
Voilà ce que vraiment m'ont inspiré ce film et les différentes interventions qui ont précédé. Je vous remercie. Merci Mamadou. Dominique, tu voulais prendre la parole. Mon micro, je remets mon micro. Ben, merci Dominique Retourné, donc avocate, médiatrice, et je me suis rendue au Rwanda en janvier 2018 et en Côte d'Ivoire il n'y a pas très longtemps, et je salue mes amis ivoiriens dans le cas du DUMI et Mamadou également du DUMI. J'ai noté les questions de mes amis du DUMI. Hein. Est-ce que ces processus sont des bases d'une réconciliation? J'aimerais quand même, en rebondissant sur ce qu'a dit Salomé, le génocide rwandais intervient donc d'avril à juillet 1994. 1 million de morts en 100 jours, sur 8 millions, sur une population de 8 millions. Que fait le gouvernement rwandais? On pourrait laisser se faire justice soi-même, etc., ou utiliser les justices classiques, mais ce n'est pas possible, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. Donc, de 2002 à 2012, pendant 10 ans, les gachacha vont fonctionner. Les gachacha, donc fondés sur ces juges élus, ces sages hein, qui vont être élus, et parmi ces anciens, ces personnes intègres, il y a 30% de femmes. Donc le gouvernement rwandais insiste pour associer quand même les femmes dans ces gachacha qui vont juger les génocidaires. 2 millions de cas ont été jugés. Et donc, pour ceux qui disaient, mais est-ce qu'ils vont être punis ou pas, 86% de personnes condamnées et 14% d'acquittés. Je voudrais rebondir sur le film de Salomé, et on sent beaucoup de choses entre Jean-Baptiste et Agnès. Agnès a perdu visiblement toute sa famille dans le génocide. Et elle a comme un voisin qui dit qu'il n'a pas demandé pardon. Et là, évidemment, il a certainement été condamné, mais il n'a pas demandé pardon. Effectivement, il y a eu un processus, le gouvernement rwandais a impulsé cette justice, cette forme de justice, mais évidemment, il y a des personnes qui... Voilà, il y a une impulsion qui est donnée. Et je vois que quand les chemises oranges arrivent, elles marchent vraiment sur des œufs, elles y vont vraiment avec beaucoup de douceur, et on sent que ça peut aboutir. Mais pour répondre à la question, il faut beaucoup de temps. C'est vraiment la temporalité soulevée par Salomé est essentielle. Et est-ce que dans notre culture, on a ce temps-là à donner, et on a précisé que autant les juges intègres des gachacha et que ceux choisis enfin, dans les communautés villageoises ne sont pas rémunérés, sont des bénévoles. Voilà, donc il y a vraiment une temporalité, il y a un cheminement qui se fait et une attention à porter à chacun qui est très forte. Hein. Mais quand on a un génocide avec autant de morts, il faut quand même effectivement amorcer le cheminement du mieux vivre ensemble. Et je salue effectivement en France, après la guerre, on n'a pas eu ça. On n'a pas eu ça. Il y a eu des condamnations expéditives et certaines condamnations à prendre avec procès Barbie. Mais voilà, on n'a pas eu tout ça, cette chance de pouvoir se reparler. Et ces gachachas se sont fondés sur effectivement les villages, puisque le génocide est un crime de masse et de proximité. Et donc, on est revenu, c'était important de créer ces gachachas pendant 10 ans pour que les personnes qui se sont les survivantes puissent retisser une histoire. Et là, on a retissé une histoire au niveau collectif et au niveau du village. Voilà cette précision, hein, et Salomé reprendra parce que moi je dis qu'il y a un regard partiel hein, là-dessus. Mais effectivement, pour répondre à la question, donc c'est vraiment très très lent ce processus de réconciliation et je félicite vraiment ce qui s'est passé dans le film qu'on a vu et qui est très, très parlant à ce sujet. Salomé, je te redonne la parole. Non, j'ai d'abord un souci, c'est qu'il est 21h21 et donc je pense que c'est important qu'on puisse dire aux participants à quelle heure on termine parce que sinon ils vont partir les uns après les autres sans savoir à quoi s'en tenir. Donc est-ce qu'on se dit qu'on termine à 21h30? Je ne sais pas, Janie, Agnès? Oui,
J'aimerais que l'on considère encore les deux questions qui restent. Je crois que ce serait bien. Ce que je voulais dire, c'est que, juste ce que je voulais dire, c'est que ce qui paraît impensable chez nous, c'est d'intégrer les auteurs dans la communauté et non pas de les écarter comme chez nous, on écarte les auteurs, on les emprisonne. Alors, dans notre esprit, dans notre culture, c'est absolument nécessaire. On ne pourrait pas envisager que ce soit simplement de la justice restaurative en cercle, etc. Mais ce n'est pas suffisant et on a besoin donc de cet autre espace où on peut les mettre face à face, où ils peuvent se voir les yeux dans les yeux, comme l'a dit, comme l'exemple donc de Georges Staline et d'Azdine Aminour. Voilà. Il y avait aussi ce... Est-ce que la justice restaurative oui, est-ce que la justice restaurative, est-ce que c'est transposable dans les conflits armés internationaux entre bourreaux et victimes de crimes de masse? Et j'en doute fortement. Dans ces situations, la justice restauratrice n'est-il pas le moyen pour les bourreaux d'échapper à la justice punitive, donc de prolonger l'impunité, comme c'est parfois aussi le cas au niveau micro dans le cas des femmes battues ou tuées? Alors, moi, par rapport à cette question-là, comment dire, bon, d'abord, le Rwanda est un bon exemple. Hein. La justice punitive, comme l'a dit Dominique tout à l'heure, n'aurait pas pu faire le travail des juridictions Gacaca. Il était impossible d'en venir à bout du contentieux du génocide à travers la procédure pénale classique. Et donc, les Gacaca sont nés. C'est effectivement un système hybride, empreint de tradition et à la fois empreint de modernité. Mais en attendant, la justice punitive à elle seule n'aurait pas pu y arriver. Pour moi, en fait, la question n'est pas de les opposer et la question n'est pas de voir si c'est transposable. Ce dont je suis convaincue, c'est qu'au plus les choses sont graves, au plus les besoins de réparation sont importants. Et donc, quand le niveau de gravité est hyper élevé, on ne peut pas faire fi d'espace où les personnes peuvent essayer de se réparer et de se restaurer. C'est éminemment dangereux. Et ça, moi, j'en suis vraiment complètement convaincue. Et l'écoute de toutes les personnes que moi, j'ai rencontrées au Rwanda, parmi lesquelles certaines ont été témoignées à Arusha, quand on voit le niveau de traumatisme et parfois d'expérience de victimisation en cascade qu'elles ont connu à travers des procédures pénales classiques parce qu'elles ne se sont pas senties respectées dans leur statut de victime, ça pose question. Et ça montre l'importance de ne pas envisager ça de manière dichotomique, mais de se dire que la punition à elle seule ne suffit pas. On ne répare pas le mal en infligeant seulement une peine à quelqu'un, parce qu'alors c'est aussi déconsidérer l'importance pour toutes les autres personnes qui sont concernées de pouvoir trouver des processus qui leur permettent de se reconstruire. Et donc, quelque part, pour moi, c'est important de replacer ça au cœur et de bien redire la justice punitive, elle est là pour répondre à la violation de la société. La question qu'elle se pose, c'est quelle loi a été violée, qui l'a violée et qu'est-ce qu'il mérite. Ici, le questionnement n'est pas le même. Le questionnement, c'est quelles sont les souffrances plurielles, quels sont les besoins qui découlent de ces souffrances, quelles sont les responsabilités à mettre en œuvre et quelles sont les ressources individuelles et communautaires qui existent pour répondre à ces besoins. Et donc, c'est un autre parti pris qui est tout à fait complémentaire d'une procédure pénale classique, mais qui, à mon sens, est vraiment inéluctable. Et puis, je tiens aussi à dire que chez nous, parlons-en, quand on voit le nombre de personnes, combien ne sommes-nous pas à avoir été victimes de violences conjugales, de violences domestiques, de violences sexuelles? Combien parmi nous sont allés porter plainte? Parmi toutes celles qui ont porté plainte, combien ont été entendues? Combien n'y a-t-il pas eu de non-lieu ou de classement sans suite? Et donc c'est aussi ça qu'il faut considérer, c'est que quand une victime se retrouve devant les cours des tribunaux et qu'elle n'est pas entendue, elle est à la merci d'une victimisation en cascade. On ne peut
pas se contenter de cela. Et donc, il faut lui redonner un espace pour qu'elle puisse se réapproprier son droit de prendre une part active à son processus de justice et à son processus de guérison. Et donc, j'ai envie de dire, à quand une justice qui s'articule au bénéfice d'une meilleure santé mentale individuelle et communautaire? À quand une justice qui ne fait pas croire à la victime que le seul prononcé du jugement va lui permettre d'aller mieux? C'est pas vrai. Si le jugement va dans son sens, tant mieux, mais les choses sont beaucoup plus complexes et donc elle se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que cela et qu'il n'a pas suffi d'infliger de la peine à quelqu'un pour soulager sa peine à elle. Et si le jugement ne va pas dans son sens, bonjour les dégâts. Et donc voilà, je pense que c'est vraiment ça qu'il faut avoir à l'œil et se dire qu'au plus les choses sont graves, au plus les besoins de réparation sont importants. Et moi, je l'ai vécu ici à Médiante, quand j'ai travaillé à Médiante. Les personnes qui se contentent de dire que la justice restaurative n'a de place que dans les infractions mineures se trompent largement. Dans les cas de viol, dans les cas de meurtre, Georges Saline, qui encore a interpellé la cour d'assises dans le cadre du procès des attentats du 13 novembre, le dit, on a besoin d'espace en justice restaurative pour pouvoir être entendu. Donc c'est pour moi très complémentaire. Alors, si je regarde ce qui reste encore comme question, alors il y a la question de la confidentialité. Alors, je ne sais pas si on peut y répondre en quelques minutes. Et ensuite, j'aimerais terminer par le témoignage de Geneviève, et qui, je crois, représentera vraiment le point d'orgue de notre soirée. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, je ne sais pas si les participants sont d'accord qu'on aborde encore ce sujet de la confidentialité, ou bien est-ce qu'on passe à la conclusion? Je n'ai pas vu la question sur la confidentialité, mais en tout cas, pour ce qui est du film, ce sont les personnes qui choisissent ce qu'elles mettent en débat public. Donc voilà, ça résume très bien. Elles n'ont aucune obligation de débattre publiquement de choses qu'elles ne veulent pas mettre en débat public. Et si le fait de débattre publiquement renforce les tabous et renforce les positions difficiles dans lesquelles les gens se trouvent, ça n'a aucun sens. Donc tout ça est interrogé, c'est eux qui décident ce qu'ils mettent en discussion. Agnès, est-ce que tu voudrais lire le témoignage de Geneviève? Alors, volontiers. Alors, attends, il faut juste que je remonte. Là, ça y est. Donc, Geneviève nous dit « Je souhaite partager avec vous une toute petite partie de ma propre expérience. Ancienne victime d'inceste et à ma demande, j'ai participé à plusieurs rencontres avec des auteurs d'inceste. Lors de la première rencontre, et après avoir été longtemps préparée par l'ARCA, je suis arrivée à cette rencontre avec de l'inquiétude. Je n'ai pas pu dire bonjour à cet auteur. J'avais du mal à le regarder. Lors de cette rencontre, j'ai pu lui dire mes souffrances, les conséquences de l'inceste sur ma vie. Pendant nos échanges, l'auteur m'a dit, les larmes aux yeux, « Vous devez penser que je suis un monstre ?» Et sans beaucoup réfléchir, ma voix a répondu ce que mon cœur sentait. « Vous n'êtes pas un monstre. C'est ce que vous avez fait qui est monstrueux. » Et lorsque nous avons terminé cette rencontre, je lui ai tendu la main. Lors de ces rencontres, j'ai rencontré des humains qui souffraient et qui avaient besoin de comprendre et de partage. Et j'ai compris que les besoins des auteurs et des victimes étaient finalement proches. Merci Geneviève. Voilà, merci. Bon, alors je crois qu'on va clore ce webinaire. Merci à toutes et à tous. Merci aux participants et merci aux panélistes. J'aimerais juste dire que si vous voulez rester en contact avec nous, n'hésitez pas à nous contacter par le biais de l'ANM. Donc, vous avez l'adresse vous pouvez trouver l'adresse sur
le site de l'ANM. Enfin, c'est anm-médiation.com. Puis, enfin, vous pouvez facilement trouver moyen de nous contacter à travers le site de l'ANM. Nous sommes volontiers à vos dispositions pour toutes les idées que vous auriez, pour poursuivre ce dialogue. Et cette réflexion, ce dialogue Oui, et cette réflexion sur les pistes vraiment pour nous ici. Ça, on a vraiment besoin d'être ensemble pour élaborer, pour voir comment on peut faire avancer ce sujet et être créatif, s'inspirer, mais dans notre contexte. Donc, on a besoin de vous pour ça. Didier, tu veux dire le mot de la fin? Oui, ben, je pense à mon fils. Mon fils a échappé au bal en novembre 2015. Son meilleur ami est mort dans ses bras. Il y a eu 21 morts ce jour-là sur la terrasse et je me rends compte que ni lui ni moi, on a vraiment travaillé sur qu'est-ce qu'on peut faire pour voilà, partager cette souffrance, avancer. Et les auteurs, où est-ce qu'on les trouve maintenant? Comment on peut imaginer quelque chose? Bon, mais vous m'avez fait du bien, je vous en remercie. Je remercie Salomé. Voilà. Merci Didier.